Louis-Ferdinand Céline. Alors, un certain nombre de gens se sont réunis pour parler de ce sujet à propos duquel leur compétence est tout à fait remarquable, et vous allez en juger, puisqu'il s'agit de Nicole Debris, qui est psychanalyste et auteur de plusieurs livres, dont 2 sur Céline. Je commencerai par le dernier, qui est « Il était une fois Céline », qui est sa thèse de psychanalyse consacrée à Céline et qui a été publiée chez Aubier-Montaigne. Un très agréable petit livre qui s'appelle tout simplement Louis-Ferdinand Céline, préfacé par Marcel Aimé aux éditions du Trident. Un autre consacré à Monterland, préfacé par lui-même, toujours aux éditions du Trident. Donc ça, c'est Nicole Debris qui est donc là. Et puis monsieur Éric Mazet, professeur de lettres et qui est un chercheur célinien. Serge Perrault, qui est danseur, ancien professeur de danse classique à l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui fut un ami de Louis-Ferdinand Céline et qui est toujours un ami de Lucette Détouche, Madame Lucette Amazor, que tout le monde connaît. Pierre Monnier, que connaissent bien tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Pierre Monnier a écrit 2 livres, l'un qui s'appelle Ferdinand Furieux à l'âge d'homme et dont on devine à qui il est consacré. L'autre qui parle aussi des souvenirs, de ses souvenirs d'amis de Céline qu'il fut. Ce livre s'appelle À l'ombre des grandes têtes molles. Et je rappelle que Pierre Monnier a été aussi un des éditeurs de Louis-Ferdinand Céline. Et enfin, je remercie beaucoup de ça d'avance, de son concours à cette émission, monsieur Georges Riquier, qui est comédien, qui a été à la Comédie Française et dans la troupe de Jean Vilar, et qui va nous lire un certain nombre de textes qui ont été choisis pour illustrer la poésie révolutionnaire, diront certains, de Louis-Ferdinand Céline. La poésie révolutionnaire, car cet extraordinaire créateur de formes était porteur évidemment d'un message. Ce message, moi j'ai bien aimé, pour commencer là dans le désagréable et le provoquant, j'ai bien aimé pour une fois un article qui est paru dans Le Monde samedi dernier, et sous la signature de Monsieur le Pape, parce que Le Monde est infaillible, mais Monsieur le Pape ne l'est pas, il ne commet qu'une 15aine d'erreurs, c'est pas beaucoup en 2 pages sur Céline, c'est pas beaucoup, mais il remarque quand même, à propos des voyages de Céline, que Céline est un grand visionnaire de l'Amérique. On va voir qu'il a été aussi un grand visionnaire de l'Union soviétique, enfin de la Russie, je sais pas comment il faut dire. Et voilà. Alors moi je m'efface parce que j'ai autour de moi des gens qui ont beaucoup plus et beaucoup mieux à dire que ce que je pourrais dire sur Céline, que je me contente d'aimer. Et est-ce qu'on commence, Serge Perrault, par un texte? Ça pourrait peut-être ouvrir le débat. Bien, je crois qu'il serait intéressant que Pierre Meunier commente ce texte, puisqu'il en est le rapporteur. Eh bien, je pense qu'on peut demander à Monsieur Riquier de le lire. Pauvre et grand Céline, comment peut-on s'acharner sur cet homme? Et que lui reproche-t-on? Comment ne comprennent-ils pas que Céline est un grand poète et qu'il a le droit de tout dire? Ce texte est en réalité une réponse que M. Paul Lévy, directeur de la revue Aux Écoutes, m'avait faite en 1950 quand j'avais été le voir, retour du Danemark. J'étais alors un petit dessinateur de sa revue, de Aux Écoutes. Je travaillais dans ce journal. Monsieur Paul Lévy, que je ne connaissais que de vue, dont j'appréciais l'extraordinaire courtoisie, en même temps présence, qui avait l'habitude d'arriver tous les lundis matins à son journal et de recevoir les dessinateurs, qui étaient candidats d'ailleurs pour faire passer des dessins. Et monsieur Paul Lévy
faisait son choix, et ensuite nous passions à la caisse et nous étions payés immédiatement, ce qui à l'époque et dans le milieu journalistique est une chose extrêmement rare. Or, cette allure, cette classe que je voyais à M. Paul Lévy a fait que, dès mon retour du Danemark et voulant faire quelque chose pour Louis-Ferdinand Céline, je me suis dit la première chose que je pourrais faire, c'est d'aller solliciter le directeur, mon patron, M. Paul Lévy. Je ne me soucie absolument pas du contexte que vous pouvez imaginer. J'ai donc demandé à M. Paul Lévy de me recevoir. Il m'a reçu. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, je viens de voir Louis-Ferdinand Céline dans des conditions très très tristes, très tragiques. Il est au Danemark. Paul Lévy m'a laissé parler pendant 5 minutes. Il ne m'a rien dit. Et aussitôt d'après, il a levé les bras au ciel et il m'a dit cette phrase que j'ai rapportée dans mon livre et que monsieur qui vient de vous lire. J'ai trouvé pour ma part que c'était admirable de la part de Paul Lévy de réagir immédiatement, spontanément. Et c'est encore plus remarquable quand on sait que jusqu'à la fin, en dépit des attaques, des agressions, en dépit de la mauvaise humeur, de toutes les calomnies dont il a été l'objet, il n'a absolument pas varié d'un pouce. Il a dit « j'admire Céline et je suis son ami », point final. Parce qu'on peut quand même dire, avant de continuer, que prononcer même le nom de Louis-Ferdinand Céline est parfois considéré comme une inconvenance, et je vais vous en donner un exemple, c'est celui d'un homme que personnellement j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Claude Autant-Lara, qui, lorsqu'il a été question de son discours de réception à l'Académie des Beaux-Arts, on a essayé de lui faire le marché suivant: vous ne prononcerez pas le nom de ce très grand écrivain de la langue française. Alors nous, on va le prononcer, on va tellement le prononcer qu'on va lui le faire parler, Céline, en lisant ses textes. À propos de lecture, Georges Riquier, ici présent, me faisait part de la difficulté qu'il y a à lire Céline. Et à propos de cette difficulté, je trouvais intéressant de remarquer que l'écriture de Céline est tellement symbolique. Il a tellement voulu retrouver les mots qui chantent à l'âme, c'est-à-dire une espèce de langue intérieure, que l'image sonore que peut donner un comédien est tout aussi limitative que l'image visuelle que fera un Tardy, et que Lucchini peut bien se contorsionner tant qu'il peut, et tous les comédiens, je veux dire que l'attitude au fond la plus honnête est celle de Georges Riquier, butant sur un rythme interne et se rendant compte qu'il s'agit d'un texte qui est à lire avec la parole intérieure, et que le mot est déjà une image sonore, bien qu'on ne se rend pas compte. Le français est une langue écrite, mais enfin le problème de la radio, c'est que nous sommes tributaires d'une communication à l'oreille. Il faut quand même le remarquer, parce qu'il faut le remarquer, ça, il faut le remarquer. On peut peut-être passer maintenant à la deuxième lecture, qui est tirée de sa thèse de médecine, Semmelweis, et qui est en quelque sorte quelque chose de très essentiel, parce que c'est une profession de foi que Georges Riquier va vous lire. Quasiment un manifeste. Les âges de l'humanité s'accomplissent sans doute avec une majesté cruelle et redoutable, mais ils s'en vont vers la lumière. L'âge de la vie doit venir après les siècles de la mort. Ce que Semmelweis n'a pu réussir parce qu'il n'était pas assez concis et plus passionné que puissant, Pasteur, reprenant le même flambeau, a vaincu les ténèbres et rempli la tâche écrasante pour un autre. Il a donc toutes les raisons d'espérer que les temps plus heureux sont proches de notre horizon. La brutalité, par ses excès, à 1000 signes, semble toucher à la fin de son règne. Avec elle finira sans doute la suprématie dans les affaires du monde dont ils ont perdu la maîtrise. Temps farouche du passé,
tant guerrier, tant fragile au fond, comme tout ce qui est masculin. Aussi longtemps que la force physique permit tous les exploits, tant que le muscle fut l'instrument même de la puissance, la virilité resta la base de nos sociétés, mais aujourd'hui, la force physique, c'est peu de choses. Demain, ce ne sera plus rien. Demain, l'audace bruyante, vite épuisée, ne sera plus d'aucun prix. Il faudra, pour être vraiment fort, respecter la vie. Et c'est, en réalité, le propre des médecins et surtout la qualité majeure des femmes qui anticipent dans le monde actuel les destinées de l'avenir. Le génie mâle, en vérité, a réalisé d'admirables constructions logiques et mécaniques, mais n'a-t-il pas détruit bien plus encore dans le domaine de l'idéal? Et ne menace-t-il pas de détruire aussi son propre royaume de la matière? C'est une triste infirmité de sa verve féroce, de son génie impur qui ne peut se passer de conquêtes bruyantes, de panache et de feu. Regardez autour de nous, aujourd'hui. Sur tous les points du globe, l'idole mâle est au-dessous de sa tâche. Il s'implore lui-même et ne peut plus. Il a trop détruit. On commence à ne plus croire à son ingéniosité. Il se prend à douter de lui-même. À force de secouer ses plumes, de les trouver admirables, il s'était cru tout permis. Demain, il sera ridicule. Alors les femmes, patientes, plus subtiles, moins logiques, plus mystiques, en somme, plus vivantes, sortiront du silence et nous conduiront à leur tour avec plus de bonheur, peut-être sur un autre chemin. Nous les suivrons, rétifs seulement pour la forme, dociles au fond, car nous savons bien que nous n'avons plus rien à dire et que notre système d'hostilité est sans issue. Monsieur le professeur Chauffard, en nous faisant l'honneur d'argumenter notre thèse, remarquait avec beaucoup de justesse qu'à l'origine de chaque découverte, il y avait toujours 2 ou 3 martyrs. Ne se peut-il pas que tous les crimes, toutes les hideurs, les inqualifiables cruautés des mondes actuels et passés soient aussi des martyrs, qui se trouvent au seuil de la plus grande découverte que feront jamais les hommes, la vie? Alors, on pourrait, bien que le signe de la galanterie soit justement la domination de ce monde viril en train de disparaître, demander à Nicole Debris quelle est sa réaction de femme, justement. Oui, j'avais trouvé essentiel ce texte de Céline, qui est vraiment un manifeste et qui correspond à ce que dit Céline quand il dit « Je suis du parti de la vie ». C'est ce qu'il dit dans ce texte. Et contrairement à ce qu'ont pu dire des gens comme Muret, par exemple, disant qu'il sacrifiait la déité femelle, il semble plutôt qu'il s'agisse de valeurs de charité, car Céline était un soignant, il n'ambitionnait pas de guérir, mais de soulager la souffrance. Et dans beaucoup de textes, il montre qu'il respecte par-dessus tout, justement, cet aspect de l'homme, qu'il s'agisse par exemple des nettoyeurs de la nuit dont il parle dans Voyage, dans La fatigue et la solitude, le divin ça sort des hommes, ou qu'il s'agisse de Bébert, le petit malade, à propos duquel il exprime une tendresse magnifique, qu'il s'agisse du médecin Clodowitz dans Guignol's Band, qui est tout à fait qui a la compassion, qui a tout à fait la pitié. Et Karl Epting en 1944 avait quand même indiqué dans un article magnifique que c'est vraiment derrière la rigueur implacable de l'analyse se dissimule une ultime compassion. Alors,
Ce texte est très important. Le mot compassion est tout à fait un mot essentiel quand il s'agit de Louis-Ferdinand Céline. Toute sa vie tourne autour de la compassion. La prévention du mal, le soin, le soulagement, tout n'est que compassion chez Ferdinand, c'est Louis-Ferdinand, même si cette compassion est accompagnée par des cris de colère et des éclats de voix. Mais c'est la compassion. Je crois qu'il faut ajouter rapidement que ce texte a plus de 60 ans. Oui, parce que... Et que l'invention de la femme et l'avenir de l'homme, Oui. Aragon vient bien après. Voilà, et c'est très intéressant de montrer le rôle de prophète de Céline. Oui, il a été écrit en 1924, ce texte, et 20 ans plus tard, Céline redira la même chose lorsqu'il écrit à Parase « Ce qui manque à l'homme, c'est être sensible, c'est une brute, il ne sent rien. C'est la brutalité que j'ai en horreur absolue. Je suis médecin à cet égard plus que tout. Tant pis pour moi. » Oui, je voulais ajouter une chose, c'est que c'est là où s'articule l'œuvre littéraire et les polémiques de Céline, car c'est cette pitié qui va l'inciter, qui va faire de lui un polémiste. Absolument. C'est cette pitié qui va faire qu'il c'est un homme en colère. Et ça n'est pas de l'agressivité, c'est le sentiment de la faiblesse qui fait qu'il hurle. Ça, c'est ce que nous dit Nicole Debry et ce que confirme l'auteur de Ferdinand Furieux, Pierre Monnier. C'est un homme de compassion qui est continuellement en colère, irrité et qui quelquefois se laisse aller, enfin ne se retient plus. Et le mot que vient de prononcer Pierre Monnier, la colère, oui, c'est exactement ça. On en fait un homme de haine. Ce n'est pas du tout un homme de haine, c'est un homme de colère. Il faut ne pas l'avoir lu pour croire que ce soit autre chose qu'un homme de colère. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas lus. J'ajouterai un tout petit mot. Nous retrouvons Semmelweis, ce docteur Semmelweis, à qui Céline a consacré sa thèse. Eh bien, on disait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de prévoyant, qu'il avait de voyant dans ce qu'il avait fait, mais il y a surtout quelque chose de prémonitoire, car en réalité, quand on lit cette petite œuvre qui est la vie de Philippe Ignace Semmelweis, on s'aperçoit en réalité que le parcours de ce petit médecin juif de Vienne est à peu près celui de Louis-Ferdinand Céline. Il y a le même désir de protéger, d'intervenir, cette conscience de posséder une espèce de vérité et qui en même temps se traduit par une colère effroyable à cause de l'incompréhension qui l'entoure. Alors on va redonner la parole à Louis-Ferdinand Céline, qui est le deuxième texte que vous avez choisi. Eh bien, nous avons choisi des lettres qui sont adressées à sa secrétaire Canavaggia, à André Billy, à Drieux-La Rochelle, à Louis Decoing et à Élifort. Alors on commence par Madame Canavaggia. Cher ami, mais non, il n'est pas de petits détails qui peuvent me lasser. Je les veux tous. La moindre virgule me passionne. Je ne connais pas, je hais le caprice et l'accommodement béat. Point du tout. Il me faut toutes les difficultés, toutes les contraintes de la fin. C'est au terme des choses qu'on reconnaît le véritable ouvrier. Je ne me lasse jamais. Je ne suis pas lassable. Retenez toujours ceci. Ne vous laissez pas presser. 8 jours de plus peuvent énormément sur un boulot, ne font rien sur la vente. Et le boulot, après tout, passe après la vente. C'est très important, enfin je ne voudrais pas paraphraser, c'est très important parce que beaucoup de gens pensent que Céline est est quelqu'un qui ne soigne pas son style, au contraire, c'est une lettre sur la virgule. Pas seulement. Une lettre aussi sur le boulot avant la vente. Oui. Alors, la deuxième lettre est adressée à André Billy. Elle est datée du 22 octobre 1947. Mais non, satané damné vieux con, ce n'est pas de grossièreté qu'il s'agit, mais de transposition du langage parlé en écrit.
Vous dire merde, ce n'est rien. Vous botter le cul, pas grand-chose. Me faire passer tout ceci en écrit, voilà l'astuce, l'impressionnisme. Ah, que vous êtes loin du problème. Allez, signer des listes noires, des proscriptions, moucharder, fliquer, bourriquer. Vous n'êtes bon qu'à ça. Troisième lettre. À Pierre Drieux-La Rochelle. Mon cher Drieux, voici une admirable et combien flatteuse analyse de mes grossières manifestations. Ces circonstances si ambiguës actuelles me valent ce petit retour. Dieu, comme tout ceci est amusant. Je m'attends d'être enseveli tout vif sous tombereau, sous ordure encore jamais égalée au premier retour de girouette. Notre futilité ne peut se gonfler que de vent. Il souffle par trombes et de tous les côtés. Je nous vois tous, gros poissons japonais, tout en haut des pylônes, tantôt flappis, vieilles liquettes, tantôt fantastiques, bouffis, formidables, et puis à la boîte. Fini, joujou. On peut rappeler de quand date ce texte? Cette lettre Adressée date à Pierre Drieux-La Rochelle. du 5 mai 1941. La troisième lettre que nous allons lire est adressée à Louis Decoing. Le Louis, mon cher Louis Lecoing. Votre livre est admirable. C'est le livre d'un saint. Vous êtes un saint de l'espèce Saint François, Saint Vincent de Paul surtout. Sans moquerie, absolument. Je suis assez mystique moi-même. Je vous comprends parfaitement. Vous faites votre vie, votre légende en vivant à coups d'humanitarisme et de prison. Vous payez horriblement votre foi. Je vous admire, je vous aime. Rien n'est gratuit, rien n'est triché. Louis XIV vous aurait invité à sa table comme il fit mander M. Vincent. Il aurait très bien reconnu votre grandeur, Louis XIV. Il avait au moins cela de plus que nos tyrans macaques de ses jours. Cela dit, cher Lecoing, voyez-vous, je ne sais pas encore si l'on doit jeter le manche après la cognée. Le diable gagnerait-il la partie? Tridon, membre de la commune 71, se le demandait. Il me semble, malgré tout, que pour le savoir, sans folie mystique, credos insupportables, il faudrait que la Terre, pendant un certain temps, possède un gouvernement unique. Plus modestement, je dirais une administration unique. Tant que la boule sera divisée en cliques, partis, patries, rien à en attendre. C'est la gabegie, c'est la foire d'empoigne et les alibis de meurtre partout. Oh, je ne fais pas crédit à l'homme, vous savez, cette horrible bête, mais je suis médecin, expérimental malgré tout. Les idées, c'est beau, mais un ordre moral seul permet de réaliser une expérience. Or, l'expérience, tout est déconnage, vaticination, supposition, etc. Communiste, fasciste, juif, nègre, royaliste, je m'en fous, mais une unité, donc, à ce moment, un calme, une paix réelle, comme dans un laboratoire. On ne peut pas faire d'expérience Carrefour Drouot. Vous voyez Claude Bernard installé place Clichy, à la foire de Neuilly, n'importe quoi, mais du calme. Et là, on verra si l'immonde animal, qui n'est pas encore un homme du tout, prendra une forme acceptable. Et anarchiste, si vous voulez. Eh, diable, pourquoi pas? Mais le calme, l'unité politique du monde d'abord. C'est l'impératif expérimental, la loi du laboratoire. La lettre est adressée à Élie Faure le 2 mars 1935. Cher Élie, le malheur en tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de peuple, au sens touchant, vous l'entendez. Il n'y a que les exploiteurs et les exploités.
et chaque exploité ne demande qu'à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque égalitaire n'existe pas. C'est un songe creux, une faribole, d'où l'inutilité absolue, écœurante de toutes ces imageries imbéciles, le prolétaire à côte bleue, le héros de demain et le méchant capitaliste repu à chaîne d'or. Ils sont aussi fumiers l'un que l'autre. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Rien de touchant à cela, une larmoyerie gâteuse et fourbe, c'est tout. Un prétexte à congrès, à prébande, à paranoïsme. L'essence ne change pas. On ne s'en occupe jamais. On bave dans l'abstrait. L'abstrait, c'est facile. C'est le refuge de tous les fainéants qui ne travaillent pas et pourvus d'idées générales et généreuses. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire rentrer l'abstrait dans le concret. Demandez-vous à Bruegel, à Villon, s'ils ont des opinions politiques. J'ai honte d'insister sur ces faits évidents. Je gagne ma croûte depuis l'âge de 12 ans. 12. Je n'ai pas vu les choses de dehors, mais de dedans. On voudrait me faire oublier ce que j'ai vu, ce que je sais, me faire dire ce que je ne dis pas. Je serais fort riche à présent si j'avais bien voulu renier un peu mes origines. Au lieu de me juger, on devrait mieux me copier. Au lieu de baver ces platitudes, tant d'écrivains écriraient des choses enfin lisibles. La fuite vers l'abstrait et la lâcheté même de l'artiste, sa désertion, le congrès et sa mort, la louange, son collier, d'où qu'ils viennent. Je ne veux pas être le premier parmi les hommes, je veux être le premier au boulot. Les hommes, je les emmerde tous. Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Il faut se donner entièrement à la chose en soi. Ni au peuple, ni au Crédit Lyonnais. À personne. Je crois que rien que ces textes, ces lettres adressées à des hommes aussi différents, eh bien, répondent à bien des suggestions fausses. Absolument. Absolument. Des textes comme ceux-là, on devrait les apprendre, on devrait les diffuser, les divulguer, parce qu'ils éclairent vraiment sur ce qu'était la nature profonde de Louis-Ferdinand Céline. Un homme qui regardait les choses en face, qui avait vécu, qui avait tout appris sur le tas, comme on dit, de la manière la plus simple, la plus nette. Ce n'était pas un homme abstrait, pour reprendre le langage qu'il vient d'utiliser. On pourrait même les conseiller, puisque les gens s'interrogent sur l'éducation civique, qu'il y a des collèges Jacques Prévert, on pourrait même les conseiller comme dans les manuels d'éducation civique. Allez les faire lire en classe terminale. Et même avant. Et Céline est un extraordinaire épistolier. Je crois que c'est même le plus grand actuellement de la langue française. Il dépasse de loin même Flaubert, que j'admire beaucoup, mais il écrit 3000 lettres, et là on en a eu 5, mais il y en a beaucoup plus qui sont de la même teneur, de la même valeur. Alors, merci, monsieur Mazet, de nous rappeler cela. Vous devriez faire un petit peu, Éric Mazet, de publicité pour les éditions Gallimard qui battent de l'aile, qui sont une petite maison d'édition qui va entreprendre, d'ailleurs, je crois, courageusement, la publication de ces 3000 lettres. Et ça sera admirable, parce que en pièces détachées, on les a, les lettres de Céline. C'est un projet à long terme, je crois. À long terme. Hélas. À long terme, disait Keynes, nous sommes tous morts. Alors on va essayer de vivre. Et est-ce que, je crois qu'il y a quand même un texte hors programme à propos des illusions et des désillusions, qui est un texte sur l'Église. Et je crois que Pierre Monnier brûlait d'envie de nous le lire. Enfin, si vous permettez. C'est un texte que nous sommes quelques-uns à admirer beaucoup. Oui. C'est un texte qui est assez court. Il est extrait de Mea culpa. Mea culpa, c'est un tout petit livre de 22 pages que Louis-Ferdinand Céline a écrit en revenant d'Union soviétique en 1935. Il était parti là-bas pour différentes raisons, parmi lesquelles d'ailleurs le souci de toucher des droits d'auteur qui ne seraient jamais rapatriés en France, puisque l'Union soviétique ne payait pas les droits des auteurs qu'elle traduisait.
Et puis en plus, il était parti là-bas avec quelques illusions. Il était parti aussi avec la bénédiction du Parti communiste, car il ne faut pas oublier qu'Aragon l'admirait beaucoup. Elsa Triolet avait fait la traduction de Voyage au bout de la nuit en russe. N'est-ce pas ? Donc il est allé en Union soviétique, il en est revenu, et contrairement à ce que l'on pouvait attendre, il a écrit ces 22 pages de mea culpa qui lui ont fait un tort épouvantable. Pierre, peux-tu nous préciser la date? Oui, c'est 1935. Alors voici ce petit texte. Louis-Ferdinand Céline parle du régime socialiste tel qu'il l'a vu en Union soviétique, et il dit c'est un régime qui veut transformer l'homme, créer le bonheur, distribuer les biens à tout le monde, c'est le paradis, et en réalité, dit-il, il y a une méconnaissance absolue de ce qu'est véritablement l'homme. Et c'est là qu'il intervient. La supériorité pratique des grandes religions chrétiennes, c'est qu'elles doraient pas la pilule. Elles essayaient pas d'étourdir, elles cherchaient pas les lecteurs, elles sentaient pas le besoin de plaire, elles tortillaient pas du panier. Elles saisissaient l'homme au berceau et lui cassaient le morceau d'Otor. Elles le rencardaient sans embâge. Toi, petit putricule informe, tu seras jamais qu'une ordure. De naissance, tu n'es que merde, est-ce que tu m'entends? C'est l'évidence même, c'est le principe de tout. Cependant, peut-être, en y regardant de tout près, que tu as encore une petite chance de te faire un peu pardonner d'être comme ça tellement immonde, excrémentiel, incroyable. C'est de faire bonne mine à toutes les peines, épreuves, misères et tortures de ta brève ou longue échéance, dans la parfaite humilité. La vie, vache, n'est qu'une âpre épreuve. T'essouffle pas, cherche pas midi à 14h, sauve ton âme, c'est déjà joli. Peut-être qu'à la fin du calvaire, si t'es extrêmement régulier, un héros de fermer ta gueule, tu claboteras dans les principes. Mais c'est pas certain. Un petit poil moins putride à la crevaison qu'en naissant. Et quand tu verseras dans la nuit, plus respirable qu'à l'aurore. Mais te monte pas la bourriche, c'est bien tout. Fais gaffe, spécule pas sur les grandes choses. Pour un étron, c'est le maximum. Ça, c'était causé par des vrais pères de l'Église qui connaissaient leur ustensile, qui se berçaient pas d'illusions. Alors ce texte qui plaît beaucoup à une partie de nos auditeurs, lesquels peut-être ne voyaient pas Céline en apologiste de la religion chrétienne, et je crois que ce texte, c'est peut-être un signe de notre complicité. Oh, mais absolument. Monnier, il fait l'unanimité. Absolument. Il fait l'unanimité et il remet peut-être certains pendules à l'heure. Tous les gens qui le découvrent sont extrêmement étonnés et charmés aussi, il faut dire. Un tout petit détail, c'est que le texte a été écrit en 1936. Après Mort à crédit, après le deuxième roman. Oui. Le deuxième roman sort, Oui, Céline part en Union soviétique. En rentrant, il écrit Mea culpa. C'est 22 pages. Et comme ça ne lui suffit pas, il écrira Bagatelle, qui est un prolongement de... Oui, dans Bagatelle, il reprend d'ailleurs des choses qui sont dans Mea culpa. Oui. Non, je voulais quand même ajouter qui est que la politique, il n'y a pas de solution politique pour résoudre les problèmes humains et que l'homme doit se retourner vers lui-même. Et la vraie révolution, c'est la révolution des aveux. Et c'est ce qui explique le titre de Mea culpa. Certains croient que c'est un retour en arrière. C'est pas André Gide revenant sur son apologie de l'URSS. Pas du tout, non. Il n'y a pas eu d'apologie. On a voulu présenter Céline comme un renégat. Et en fait, il n'a rien renié puisqu'il n'a jamais adhéré. Il a répondu à ça dans d'autres textes sur cette accusation absurde d'une... C'était un hymne à l'humilité de l'homme. Un hymne à l'humilité de l'homme. C'est pour ça, mea culpa. Bon, nous devions ensuite lire un texte extrait de Mort à crédit. Nous sommes limités par le temps, nous avons encore beaucoup de choses à lire et à dire, donc on va supprimer ce texte. Je conseille aux auditeurs qui n'ont jamais lu Mort à crédit de le lire, c'est un chef-d'œuvre. Et nous allons passer à un tableau qui relate les émois d'un jeune garçon de 15 ans qu'il est, lorsqu'il découvre la beauté féminine. Ce texte est
tiré de Mort à crédit, et Georges Riquier va nous le lire. Ses mains, c'étaient des merveilles, effilées, roses, claires, tendres, la même douceur que le visage. C'était une petite féerie, rien que de les regarder. Ce qui me taquinait davantage, ce qui me possédait jusqu'au trognon, c'était son espèce de charme qui naissait là, sur son visage, au moment où elle causait. Son nez vibrait un petit peu, le bord des joues, les lèvres qui courbent. J'en étais vraiment damné. Il y avait là un vrai sortilège. Ça m'intimidait. J'en voyais 36 chandelles. Je pouvais plus bouger. C'était des ondes, des magies au moindre sourire. J'osais plus regarder à force. Je fixais tout le temps mon assiette. Ses cheveux aussi, dès qu'elle passait devant la cheminée, devenaient tout lumière et jeu. Merde, elle devenait fée. C'était évident. Moi, c'est là, au coin de la lèvre, que je l'aurais surtout bouffé. Alors je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous sommes autour d'une table ronde et nous, en fait, notre invité de ce soir, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et nous tenons tous la table pour le faire parler. En l'occurrence, il vient de parler par la voix de notre ami Riquier, qui très gentiment se prête à cette tentative de spiritisme. On va essayer de continuer dans l'abominable. Et eh bien, l'abominable sera une jambe de danseuse dont il va vous parler. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant, Gutmann, tout le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne. Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu lui-même, tout simplement. Voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gutmann, après le terme, je ne veux plus travailler que pour les danseuses. Tout pour la danse, rien que pour la danse. La vie les saisit, pure, les emporte. Au moindre élan, je veux aller me perdre avec elle. Toute la vie, frémissante, onduleuse, Gutmann, elle m'appelle. Je ne suis plus moi-même, je me rends. Je ne veux pas qu'on me bascule dans l'infini, à la source de tout, de toutes les ondes. La raison du monde est là, pas ailleurs. Périr par la danseuse. Je suis vieux, je vais crever bientôt, je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser, tendre nuage en arabesque, dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr par la plus belle, je veux qu'elle souffle sur mon cœur, il s'arrêtera de battre, je te promets. Fais en sorte, Gutmann, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit, par une onde, par une belle onde, la plus dansante, la plus émue. Serge Perrault, qui est danseur quand même, vous n'avez pas le droit de rester comme ça, bouche bée devant ce texte. Il faut que vous nous disiez ce qu'il évoque pour vous, parce que la danse, c'est très important dans la vie de Louis-Ferdinand Céline. Et je vais vous dire ce qu'il évoque pour moi. Il me touche beaucoup, parce que ces jambes de danseuse dont il parle, j'ai aidé à en fabriquer. On continue peut-être avec Louis-Ferdinand Céline. Je peux dire deux mots. Voilà, alors Nicole Debris tient absolument à faire un commentaire oiseux alors qu'on est en face de textes tellement admirables. Oui, je voulais simplement dire que c'est un hymne à la vie, tout autant qu'au corps, parce qu'on a essayé de faire de Céline l'apologiste du corps, du sport. Or, il dit ailleurs, ce sont les danseuses que je lis. Je suis grec par ce côté, pas par le sexe, par le geste, par leur émanation même. C'est-à-dire que c'est le geste des danseuses tout autant que c'est leur grâce, tout autant que leur corps compte pour lui. C'était un texte extrait de Bagatelle pour un massacre. De Bagatelle pour un massacre. Alors, on ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il y a un seul Céline.
hein, que c'est un très grand poète et que un poète a droit à toutes sortes de libertés et de considération. Comme il disait à Albert Parraz en 51, c'est bien faire de l'honneur à l'opinion publique que de la braver, puisque c'est la somme de toutes les conneries, lâchetés et méchancetés archi connues. Nous allons maintenant lire un texte qui demande beaucoup de prouesse de la part du comédien qui va le lire. C'est un texte tiré de Féerie pour une autre fois, et j'aimerais bien que Éric Mazet introduise ce texte. C'est un texte écrit en prison au Danemark en 1946. Céline est dans sa cellule et il projette sur ses murs son passé. Il va écrire son grand testament à l'Avillon et il met en marche sa lanterne magique avec les couleurs, les sons, tout ce qu'il a vécu. Parce que c'est presque peut-être son dernier livre, il ne sait pas s'il en écrira d'autres après. Georges Riquier. Mes murs seulement. Voilà. C'est tout. Confiance qu'en mes murs. Oh, je me confine. Oh, je me confine. Et à l'écoute. Et aux visions. Je capte tout. En plus de mes bruits personnels, les trains de marchandises. 2, 3. Tout ce qui se manœuvre au Batignolles, et sous le pont de Flandre, et sous 3 tunnels adjacents, et pas une confusion de sifflets, ceux de la prison, ceux du chemin de fer, ceux de mes oreilles, les imaginaires et les vrais, jamais la plus petite douterie, l'exquisité de mon écoute, chef d'orchestre en somme. En plus du putois mal élevé et les beuglements des étages, tenez, celle du dessus, la vorteuse, je dirais comme 25 nouveau-nés, ses cris, la 28, je me répète, alors, j'ai l'oreille, voilà, tous les vagissements me passionnent, pensez, des années à Tarnier, Brindot, Lathuéjoul, les premiers cris, le premier cri, tout gras et glaire, mon affaire, les toutes petites tronches écarlates, bleues, strangulées déjà, si j'ai aidé des êtres à naître, comme ils arrivent, vous me remettez dans les souvenirs. Poussez, ma petite dame, poussez. J'ai entendu bien des cris. Je suis un homme d'oreille, mais le duo d'accouchement m'a éraillé la prison. Toutes les passerelles, traîtres, voleurs, satyres, innocents, déséraillés, le putois aussi, éraillé, la vorteuse éraille sur 2 tons, aïe, aïe, tandis que les pagouins de forêt, enfin de la lisière, que des pleines voix, des stentors clairs, souvenez-vous du nom, le village, Bicobimbo, Rio Graibi, des vrais chantres, la nuit, bien entendu, la nuit, des profondeurs naturelles, faut entendre ça, faut les entendre, c'est la compréhension d'instinct, l'accompagnement, la vocalise, Dingaboué, Saoaboué, Dingaboué, Dingaboué, et tout percuté naturel au tronc d'arbre creux à 16 baguettes. Alors l'envoûtement, attention, du creux d'éléments, c'est pas à vous rapprocher. Moi qui étais à 100 mètres, ma case, jamais j'y fus voir. Le creux de l'écho est sacré. C'est autre chose qu'un creux de conne prison. Tenez, moi je peux chanter Paouin, je peux encore Dingaboué et Saoaboué, et ça porte, je vous dis. J'ai jamais regardé ces festins, c'était entre eux. Et puis c'est tout. Ils aimaient la viande humaine, mais les autres viandes aussi, je suis sûr. Mais les autres viandes aussi, je suis sûr. Chevreuil, phagochère, buffle, python, j'ai eu les preuves. Faut s'occuper de ses affaires, discret, discret, et pas de mensonges. J'affabule rien, les faits, c'est tout. Bicobimbo 1916. On a mangé de la viande humaine rue Colincourt, rue Charbonnière, rue Claude Bernard, en plein Paris, 30 ans plus tard. Alors la primitivité, pas de fusquerie, l'irrésistibilité des instincts. Là, ma chère, pas de peau qui compte. La viande, tam tam et tata. Je songe, je suis drôle, je ris, mais c'est réel, c'est un fait.
Ils n'ont pas eu le paludisme, ni de fièvre jaune, ni de mouche tsetse rue Colincourt. C'est rien les anthropophages, mais la mouche tsetse, vive toute la rue Colincourt, donc, et les viandes humaines. Vous me direz, le délire des fièvres. Oui, certes, mais le tam-tam aussi. Jamais vous vîtes cet instrument, un tronc évidé tel énorme, le son comme une cathédrale, plus le cœur des gourmets de la nuit qui était couvert encore lui-même par la bacchanale animale, éventrerie, égorgerie, amourerie de 25 os, fauves, chacals, éléphants, oiseaux, dans le fond des tréfonds des ténèbres. Ah, les sons de forêt, c'est quelqu'un. On m'a même affirmé que le plus fort encore sonore de nuit, là, de forêt, c'était l'escargot géant, imaginez. Et moi, grelottant dans ma case, de fièvre, de tierces cartes, secouant du picot. Vous connaissez Paul Lipicot ? Le picot, le lit colonial qui nous a valu des empires. Je claquais du picot, c'est tout en petites tringles qui têtent. Si vos boys se marrent, vous êtes drôles aussi, et vos dents, vos genoux, votre carcasse, tout un tinabule grelotte, c'est vos boyeries. Grincez, 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 mimi, juste comme la brouette à ciboire, tintinabulante aussi dite, tintinabulerie partout. Comment qu'il m'emportait cela? Et les pavés, quels pavés! Et les tornades qui se préparent, là je suis certain, je vois dans les murs, oh salopiomouche! Il me faut repasser les horreurs, les brailleries de pavoins avec des animaux les pires, de ces saturnales de mariage, des éventreries de tréfonds d'ombre, penser des hauteurs de forêt, 10, 20 fois les chaînes de Vincennes, si ça s'assassine là-dessous, et roucoule, râle. C'est plus agonique qu'une prison, bien plus féroce que Charleroi, la Marne, Saint-Gon, Nagasaki. Les hommes ont du retard sur les bêtes. Je compare, pas de gêne. Les bruits que je tiens dans la tête. Je bourdonne trop, je me laisse gagner, je vais au vertige, je m'abats, j'hurle. Tenu d'abord le caractère, les buts triomphent, je suis sous, je branle. Vous êtes dégagé, vous direz. C'est entendu. Mais l'escadron, le cri du colonel, tout seul, 20 mètres en avant de l'étendard, le déploiement en bataille, latte haute, chargez! Ordre des escadrons, 2, 1, 3, 4, le grandiose éventail de charge, l'ébranlement, ce tonnerre et les 3 brigades, les échelons, la division, les 20 000 bourdons ventre à terre, tout le corps d'armée. Vous entendez la plainte du sol comme un géant geignement qui monte, la trompe des sabots qui monte, une plainte du sol qui éteint tout, même le soutien d'artillerie, les volants qui tirent, là, juste, on n'entend plus que la plainte du sol. La plainte remplit tout l'écho, c'est à réentendre. Vous êtes emportés, compressés, la charge, genou à genou, tombeau ouvert, jusqu'au ciel l'écho, jusqu'au ciel, tagadam, tagadadam, c'est à réentendre. Je fais ce que je veux là, je réentends tout, je fais des ouragans tropicaux, je crée les charges de la grande manœuvre, je fais ce que je veux, moi, dans ma cellule. Merci Louis-Ferdinand Céline de prêter votre texte à la voix de Georges Riquier. Et je vous rappelle donc que vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Moi, il y a des tas de choses que j'ai envie d'évoquer, mais Serge Perrault va nous... Je crois que là, dans ce texte, il exprime le mieux, il définit le mieux ce qu'il disait de lui-même. Je suis un musicien du français. Il y a justement beaucoup de gens qui semblent trouver que Louis-Ferdinand Céline est très gentil ce soir avec nous, et qui s'interrogeaient, comme on s'interrogeait au début, comme vous vous interrogiez vous-même avec beaucoup d'humilité, si on peut dire, sur
comment dirais-je, la communicabilité radiophonique de ces textes de Louis-Ferdinand Céline. Mais enfin, il y a quand même là des choses qui répondent aussi à la sottise, des commentaires d'une lourdeur scolastique monstrueuse. Est-ce qu'on peut dire que Louis-Ferdinand Céline a un regard sur l'Afrique qui entre dans la sphère des idéologies? Pas du tout, c'est un extraordinaire musicien avant tout. Et il a écrit qu'on ne pouvait pas peindre comme avant l'invention de la photographie, une fois qu'elle a été inventée. On ne peut pas non plus écrire avant comme après le cinéma. Et par ce texte de Ferry pour autrefois, qui a eu que très peu de succès à sa sortie, on se rend compte qu'il rivalise avec le cinéma. C'est du cinémascope avec son stéréo Dolby. On voit, on entend, on est au milieu. C'est fantastique. C'est fantastique. Je dois dire que je dînais hier soir avec Lucette Almanzor, Lucette Céline, et elle me racontait ce que elle lui disait au sujet de cela. Il lui disait j'aurais voulu être un musicien ou un peintre. Oui, enfin il était Céline, c'est déjà pas mal. Oui, c'est mon avis. Non, mais il voulait dire par là qu'il n'aurait pas eu tous ces problèmes s'il avait pu exprimer toute cette puissance créatrice dans la musique. C'est un musicien. Voilà, c'est seulement cette chose-là qu'il voulait exprimer à Lucette. Tous les problèmes qu'il a eu jusqu'à l'écriture. S'il a été peintre, il s'appellerait Glazounov et il serait aussi. Il serait Jérôme Bosch, peut-être. Peut-être aussi, mais Jérôme Bosch, je il serait crois. aussi bien vu que comme Il y a aussi était vu Watteau. après Il Mea y a Culpa. aussi un côté Watteau, dans le rêve et dans la beauté, dans la féminité. Et on fait souvent de Céline un hurleur, un écrivain argotique, alors que, en fait, quand il écrit à Paras, par exemple, pas de musique, pas de rythme, pas de rogne, il me navre. Oh, combien j'en préfère Loti, haine du parler affranchi, sans musique intérieure. C'est du grand guignol des mauvais jours. Mais Céline, dans ce texte-là, dénonçait l'agressivité humaine et la méchanceté qu'on peut trouver chez les animaux comme chez les hommes. Vous devriez revenir, Éric Mazet, sur la question de la langue de Céline. Parce que, tout ce qui a été lu jusqu'à maintenant témoigne d'un profond ordre secret, mais il y a une très grande créativité verbale. Oui. C'est avant tout un très grand musicien, parce qu'il disait que les mots, il a inventé beaucoup de mots. Il a inventé environ 1000 verbes, c'est énorme, quelques 500 adjectifs et 200 substantifs. Ça fait 1700 là. Donc c'est un créateur de mots. Mais il a toujours dit, ce n'est rien d'inventer un mot s'ils ne sont pas reliés par une musique. C'est ça l'important. Et beaucoup de gens croient que c'est un langagier truculent seulement. C'est beaucoup plus que ça. C'est un symphoniste. Il occupe une place tout de même dans l'œuvre de Maurice Reims sur les mots sauvages, mais en effet, on a vu que c'est aussi un grand écrivain, la forme. Oui, et il y a par exemple un Américain qui s'appelle Alphonse Juillan qui a écrit 4 tomes sur uniquement les verbes de Céline, où il recense les verbes inventés ou les verbes que Céline a repris du latin ou du vieux français. On a des mots merveilleux comme éclatouiller pour éclater de l'intérieur, comme excrucier pour souffrir, et ça c'est un vieux mot français, ou alors il invente des mots comme fliquer, qui sont très à la mode, qui sont pris par Le Monde, par Libération. Il a même créé un féminin. Attention, on va nous accuser de faire de la politique, là. Il a même, inventé le mot c'est à l'écoute, là, fliquette, les fliquettes. Bon. Enfin, que n'a-t-il pas inventé? Et ce Un qui est très amusant, beau c'est que mot. ce soit un Américain qui ait consacré quand même ces 2 volumes à... C'est un Français naturalisé américain. Ah bon, d'accord. Il y a Il est même Les suisse, Suisses, je crois. les Suisses. Il y a Les 2 Suisses, verbes très beaux, le verbe phrasibuler pour dire encenser tout en gonflant, louant exagérément, en faisant des bulles, phrasibuler, et puis encore un autre verbe magnifique, c'est miraginer, voir des mirages, avoir des visions, des hallucinations, se faire des illusions.
Alors il emploie ça justement dans Féerie. Regarde Jules, mais c'est l'opéra à présent. Ça va pas mieux, personne ne regarde Jules. Oh là là, que vous vous criez. Ce malheureux brode, son esprit défrayé, miragine, tant plus, louf, il voit, il ment, sale traître cochon. Associer le mot mirage à imaginer, je me demande pourquoi l'Académie française l'a pas encore adopté. Bon, est-ce qu'on continue à phrazibuler là entre nous ou on lui redonne la parole? Je dis un mot, simplement un tout petit mot sur la passion de la chanson et de la musique qu'il avait. Dans une lettre à Parase, parlant d'Arletty, Céline dit: si tu rencontres Arlette, salue-la de ma part, elle est un bout de ma chanson déchirée. Très bien. Il écrit ça de son exil. Je trouve qu'on insiste un peu trop sur l'invention des mots et pas assez sur le rythme, la recherche du rythme chez Céline qui est tellement importante, puisque pour lui, il dit bien: je suis un médecin qui écrit, et en tant que médecin, il perçoit, il tâche pas en tant que médecin, mais il tâche de saisir le rythme de ce qu'il perçoit. Et pour lui, au fond, la beauté se confond avec un rythme vivant. Un rythme, c'est-à-dire que ça n'est ni visuel, ni... Il y a une lutte contre l'inflation du visuel chez Céline aussi. C'est ce qui était très clair dans le texte qu'on vient d'entendre. Ça, on est tous d'accord avec Nicole Debris. Ce qui n'est pas toujours facile d'être tous d'accord avec Nicole Debris. Mais... Oui. Nous allons maintenant lire un texte. Georges Odier va nous lire un texte tiré de Bagatelle et qui est la description de la ville de Leningrad. Le rythme. Pardon. Dans son genre, c'est la plus belle ville du monde. Dans le genre Vienne, Stockholm, Amsterdam. Entendez-moi. Comment justement exprimer toute la beauté de l'endroit? Imaginez un petit peu les Champs-Élysées, mais alors 4 fois plus large, inondée d'eau pâle. La Neva, elle s'étend encore, toujours là-bas, vers le large livide, le ciel, la mer, encore plus loin, l'estuaire tout au bout, à l'infini, la mer qui monte vers nous, vers la ville. Elle tient toute la ville dans sa main, la mer, diaphane, fantastique, tendue, à bout de bras, tout le long des rives, toute la ville, un bras de force, des palais, encore d'autres palais, rectangles durs, à coupole, marbre, énormes bijoux durs au bord de l'eau blême. À gauche, un petit canal tout noir qui se jette là, contre le colosse de l'Amirauté, doré sur toutes les tranches, chargé d'une renommée miroitante, tout en or. Quelle trompette en plein mur! Que voici de majesté! Quel fantasque géant! Quel théâtre pour cyclopes, sans décors échelonnés, tous plus grandioses, vers la mer. Mais il se glisse, piaule, pirouette, une brise traître, une brise de coulisses grise, sournoise, si triste le long du quai, une brise d'hiver en plein été. L'eau frise au rebord des ordures, un cauchemar traqué qui s'éparpille comme il peut. Alors ce texte, cette description de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, était donc extraite de Bagatelle pour un massacre. Il y a des tas d'auditeurs qui nous posent des questions à propos de où sont disponibles, dans toutes les bonnes librairies, sur les œuvres de Céline. Les pamphlets ne sont pas... Est-ce qu'on peut dire un tout petit mot à une toute petite question, un tout petit éditeur qui nous demande: a-t-on le droit de rééditer les pamphlets de Louis-Ferdinand Céline? On n'a pas le droit. Non. Oui, d'abord à la demande de Louis-Ferdinand Céline. Ah bon, il a lui-même dit à sa femme: je n'entends jamais plus les pamphlets. Il l'a dit. Enfin, c'est sa volonté. Bon, que sa volonté soit faite.
Il y a quand même dans ce texte, moi je vais me permettre un petit commentaire. Je trouve que je pensais à un homme qui est un absent de cette émission. Il y en a pas mal parce que bon, on a essayé de faire ça avec des amis de Céline, des Céliniens, des gens qui l'ont connue. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse une véritable église célinienne. Ça lui ferait bien plaisir, tiens. Et donc, non, sûrement pas. Sûrement pas. Parmi les absents de cette émission, il y en a un auquel me fait quand même terriblement penser ce texte, c'est Paul Del Perugia, qui a quand même écrit magnifique, un très grand livre, magnifique, très important livre sur Céline, auquel il faut rendre hommage, parce que il était Del Perugia est un ancien diplomate très attaché à cette vision de la Neva. Il a été la voir, la Neva. Oui, il a été la voir, il a même fait un petit texte. Il a fait le voyage pour voir la Neva et pour comparer à ce qu'avait dit Céline. Alors donc on peut rappeler l'existence de ce livre de Del Perugia, un livre merveilleux éditions latines, qui est d'un auteur qui sait lire, qui comprend toute la dimension symbolique du langage qui se perd de plus en plus. Alors moi je voulais dire une chose très plate, c'est que Céline est quand même tournée vers la beauté. Et souvent, moi c'est une petite critique, ici c'est radio courtoisie, donc c'est pas radio critique, même s'il y a France Culture qui nous fait une petite concurrence déloyale. C'est un fait que il y a une critique à faire, c'est cette déviance dans la récupération de Céline. Moi je trouve par exemple que l'édition illustrée par Tardy du voyage a des qualités artistiques, mais ça nous ramène à un Céline tourné pas vers la beauté, peut-être vers l'horreur du monde contemporain, mais c'est un homme qui est un grand esthète en même temps qu'un grand poète. Et moi je trouve qu'il y a un abus de parler toujours de la nuit célinienne. C'est une nuit avec des éclairs, avec des clairs de lune superbes. Une nuit étoilée. Très étoilée. Saint-Jean-de-la-Croix. Oui, voyage au bout de la nuit, ce n'est pas voyage au bout de la ténèbre ou des ténèbres, c'est voyage au bout de la souffrance, au bout de la solitude, mais de la souffrance. C'est là son voyage. Et beaucoup de gens commettent un contresens sur ce titre. Oui. Je crois que l'une des réponses, c'est de lire Céline. Et puis Céline, c'est un homme seul avant tout. Ce n'est pas du tout un homme de chapelle ni de parti, jamais. C'est un homme seul qui a peur de la foule, de la masse, des partis, des groupes, des cellules. C'est un homme seul avant tout. Et il a écrit pour ça, pour les êtres, et non pas pour les groupes. Jamais. Il a dit, n'est-ce pas Eric, il a dit, ne me défendez pas. Tout seul, je suis imbattable. Ça, c'est assez intéressant. Tout seul, je suis imbattable, ne me défendez pas. Mais on va quand même essayer d'en dire du bien, même si il n'est pas là pour nous en empêcher. Il a écrit ça en 1916. En 1916, à ses parents, les associations ne me valent rien, mais individuellement, je suis invincible. Oui. Non, je ne peux que confirmer, n'est-ce pas ? Je l'ai entendu tenir ce langage. C'est pas toujours. Ça se traduisait d'ailleurs dans les choses les plus simples. Quand il disait par exemple « Moi je travaille, les autres foutent rien ». Comme une explication de son œuvre, il dit « Mais moi je travaille, je suis un artisan ». Et c'était vrai. Est-ce que platement on peut le classer dans les individualistes français ? Ah non. Ça serait très plat. Hein. Non, pas le mot, ça serait un peu simple. Pas le mot individualiste. Moi, je crois c'est un homme seul parce qu'un grand créateur, tout simplement. Comme tous les grands créateurs, c'est un homme seul. Oui, Léonard de Vinci appartenait au Guy de Chapelle particulièrement. Et Bruegel ne votait pas. Oui. Il y a un mystère, Céline, aussi, dans le fait qu'il y a un désir d'individuation, un désir de se... Enfin, il y a un mystère. Céline avait une culture très, très, très approfondie dont il ne faisait jamais état. Il avait lu l'abbé Brémond, il avait le sentiment qu'il fallait faire quelque chose de soi, de sa vie. C'est mort à crédit, mais la vie aussi est à crédit pour lui. Il le dit, il l'écrit aussi. Donc il faut en faire quelque chose, réaliser ou se réaliser, mais
On ne connaîtra jamais Céline, en définitive, ni sans doute ce mystère qui était qu'il cherchait à s'individuer et qu'il disait... Il avait des choix très très précis en matière de littérature, justement. Il aimait les mémorialistes, il aimait Saint-Simon, il aimait Talleyrand des Réaux, il aimait la petite histoire de Le Nôtre. Il était très très orienté vers ces petites choses de la vie racontées au jour le jour. Il était chroniqueur, comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Et jaloux de sa liberté de penser. Alors, on va quand même continuer, parce qu'évidemment l'heure tourne, mais on ne va pas en rester là avec Louis-Ferdinand Céline. Moi, je salue tous les Céliniens qu'on n'a pas pu inviter, comme mes amis Chambriand et Duverger, comme tant d'autres. Et c'est sûr qu'il va falloir qu'on ouvre quand même des dossiers intérieurs, des sous-chemises au dossier Céline. Alors, il y a d'autres textes qu'on voulait aborder. Eh bien, Georges Dandiquier va nous lire quelques aphorismes, tirés de l'œuvre, bien sûr. Ils sont tellement beaux que ce sont presque des apophthegmes. Le loup meurt sans hurler. Pas moi. Je ne suis ni jouisseur ni sensuel. Je suis détaché, sérieux, classique dans mon délire, constructif. Par là peut-être je me rapproche des grands, mais c'est tout. Il me manque l'extraordinaire force de concision de ces gens-là. La sûreté d'un Bossuet confond, écrase la grandeur, la majesté naturelle de ces esprits. Je connais la musique du fond des choses. Je saurais, s'il le faut, faire danser les alligators sur une flûte de Pan. L'homme est un être sentimental. Point de grande création hors du sentiment. Et l'enthousiasme s'épuise vite chez la plupart d'entre eux à mesure qu'ils s'éloignent de leurs rêves. Le diable sait ce qu'il fait. Il est subtil. Il s'attaque à la musique des peuples qu'il veut supprimer. Nous sommes, par nature, si futiles que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. C'est là que je trouve ma musique, dans les êtres, mais malgré eux, et pas dans l'angle qu'ils me présentent. Je les viole. Il n'y a pas d'homme qui ne soit avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul où on se tolère d'humain à humain avec quelque plaisir. C'est peut-être cette calme intimité avec leurs plus grands secrets que l'orgueil des hommes nous pardonne le moins. Hélas, je sais bien que tout casse, cède, flanche un moment. Je sais bien qu'un jour la main tombe, retombe le long du corps, et tous les mensonges sont dits, tous les faire-part envoyés, les 3 coups vont frapper ailleurs, d'autres comédies. C'est des très beaux sujets de développement, ces citations, ces pensées classiques dans mon délire. Je ne connaissais pas cette définition, mais on pourrait revenir à cette question au départ qui répond à tous ceux qui voient en Céline Absolument. Un Boris Vian. C'est toute une éthique littéraire, de pensée, c'est toute une vie. Mais quand on le voyait, quand on allait le voir, quand on vivait avec lui, qu'on conversait longuement avec lui, on était frappé de la capacité qu'il avait de temps en temps à piqueter sa phrase de petites choses, comme celle-là, qui venait tout naturellement. Et en plus, un autre trait dont on ne parle pas assez souvent, à mon avis, il était
pas tout le temps, mais très souvent, il était d'une drôlerie incroyable. Il avait un sens du comique extraordinaire. Il mettait le doigt exactement sur, un peu comme parmi les textes qu'on a lus, d'ailleurs on le subodore, de par endroit, il mettait exactement le doigt sur ce qu'il y a de plus drôle et de plus explosif dans la drôlerie. Et il avait ça tout naturellement, et alors en même temps, il se moquait un peu, il en rajoutait un peu de temps en temps. Dans la conversation, ce que je vais dire, il faut le prendre au meilleur sens du terme, n'est-ce pas? De temps en temps, il cabotinait un petit peu, en sachant très bien ce qu'il faisait. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Serge? Absolument. Et puis d'ailleurs, très bien ce qu'il et d'ailleurs, faisait. il exprime très bien quand les journalistes viennent le voir, il se dit ils veulent voir un monstre, ils vont voir un. Et il leur sortait des trucs énormes. Oui. À propos excuse-moi. du comique Oui. de Céline, il y a un tout petit passage de Bagatelle qui résume la Révolution, à propos de la Révolution, et qui est magnifique. Les grands aïeux de 93 furent tous cupides à qui mieux, fous délirants de bien se remplir. Tous, ils ont foncé à la caisse, estoufarès, le patrimoine. Et tant que ça peut, ni plus ni moins que Jean de Cour, les idées, les apostrophes les plus huppées, fringantes doctrines ne servent, c'est prouvé, jamais en définitive qu'à arracher les esclaves éberlués devant les baraques, transis d'avoir à choisir parmi les violentes distractions les gueules ouvertes. Qui monte la plus belle entourloupe dans la foire du monde prendra le plus de foule dans ses planches. Tout le monde entrera. Que tout le monde, que le trèfle fonce, se précipite. Vous ne savez pas tous, figure, comme dehors vous êtes malheureux. Les gonds pivotent, les chaînes retombent, le tour est joué. Salut, vilains oiseaux. En revoilà pour 3-4 siècles. Bagatelle. Merci Nicole Debris donc, de nous avoir rappelé l'existence de ce texte. Pour finir, nous allons... On parle souvent de Céline comme un auteur satirique, mais aussi un auteur lyrique, et ceci un très grand écrivain comique. Oui, D'ailleurs, il s'est défini lui-même comme un comique lyrique. oui. Mais il y a une chose que l'on peut rapporter ici ce soir, c'est bien le moment de le faire, c'est qu'il s'est comparé à Shakespeare, notamment dans l'interview qu'il a donnée à Jean Guénaud et Dari Baude. Il ne se compare pas, il se dit pas qu'il est... Mais il dit, vous savez, quand on sait allier le comique et le tragique, eh bien, on a gagné. Et il donne l'exemple de Shakespeare en disant que Shakespeare va du grand comique au tragique le plus effroyable. Et tout ça dans la Et seconde. dans la seconde. Et il est certain, et lui considère que, je ne sais pas s'il ne se compare pas à Shakespeare si vous voulez, mais il considère que c'est ça. L'explication de son art, c'est ce passage continuel du comique au tragique. Quand j'en parle à mes élèves, je leur dis c'est notre Shakespeare à nous. Oui, Voilà le passage sur Shakespeare. oui, parlant de Shakespeare, notre auteur remarque, il a le rire, ce qui est énorme, et quand vous avez à la fois le tragique et le rire, vous avez gagné, n'est-ce pas? Ça, je crois qu'il est bon de rappeler ça parce que c'est Céline. Nous allons, on dit que seuls les imbéciles concluent, nous allons être des imbéciles. Nous allons conclure avec un texte tiré, je crois, des Baudras, de l'École des cadavres. Le petit chat, mutin, lutin, tout bondissant devant la porte, s'y reconnaît bien mieux que nous dans les 10 000 secrets du monde. Nous sommes devenus les plus stupides, les plus emmerdants de tous les animaux créés. Pesanteur matérialiste, ankylose dogmatique pontifiante à fins utilitaires. Tout nous condamne. Alors, je remercie d'abord Louis-Ferdinand Céline d'avoir écrit tout ça, et Éric Mazet, qui était parmi nous, Serge Perrault, Georges Riquier, qui a lu si admirablement ces textes dont on se demandait s'ils passeraient à la radio. Il passait, je crois, pas mal, ça semblait l'avis de nos auditeurs, et Pierre Monnier,
et Nicole Debris. Bon, le petit Nias, voilà un accord à se souvenir. La maman juste fini de crier, le môme reprend. Je vous ferai pas des faits littéraires, la vie continue, etc. Je vous fais grâce, faites des calculs. Certains bruits, je suis chiche, d'autres je les donne. Des bruits du Cameroun, tenez, tant que vous voudrez, de ces orchestrations de forêt, de nuit, hein, de nuit, faut entendre les égorgements des énormes anours animales, c'est l'orage des instincts chez eux, et les pawins du village qui se régalent de viande personnelle. Tam, et vas-y, et yop, et syncope et danse très sautante, faut pas y aller voir, grand-mère à petit feu, ça c'est des beugleries quelque chose. Je vous donne 20 pawins de mon village, vous les ferez hurler, des êtres, des bêtes qui s'adorent, se happent, se dévorent. Je vous vends leur grand clair de lune, si géant miroir de nuit que la forêt comme monte au ciel, et le tam-tam, et ces sorciers, ah, comme hurlerie, autre chose que 7-10 étages de prison.